Bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Behind the Games, l'émission en direct sur Twitch qui vous présente les personnes derrière les métiers du jeu vidéo. Je suis pas tout seul aujourd'hui, comme d'habitude je suis accompagné de mon cher Nico. Salut Nico, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, ça va très bien et toi? Ah bah écoute, grande forme, très très heureux d'accueillir notre nouvel invité. Tout d'abord, sachez que encore une fois, on remercie Lyon Game Dev de nous partager ces espaces pour réaliser ce projet, et qu'évidemment, vous pouvez suivre Lyon Game Dev sur les différents réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter, on a un Discord, on a le Twitch, on a la chaîne YouTube pour la rediff également si vous pouvez pas rester jusqu'au bout. Et évidemment, à venir également au Meetup mensuel tous les jeudis, tous les premiers jeudis du mois. Voilà, c'est très sympa. On parle jeux vidéo et tout en buvant des bières. Bien évidemment si vous êtes sur Lyon. Mais du coup, Behind the Game finalement, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que Behind the Game? Qu'est-ce que Behind the Game? Qu'est-ce que Alors, Behind the Games? Je te laisse parler. bon, t'es gentil. Allez. Non, le but c'est de ce projet finalement, c'est de pouvoir interviewer des personnes qui bossent, qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, mais qui finalement ont le nez dans les productions de jeux, et de pouvoir partager l'expérience, les ressentis. On a chacun, en fonction du studio, en fonction de la production des jeux, des émotions différentes, des expériences différentes. Et moi, j'adore discuter de ça dans un bar, notamment. Mais là, c'est de pouvoir un peu le partager avec tout le monde, le mettre un peu plus en valeur. Donc, sur les précédentes émissions, on avait eu un game developer, on avait eu Mado aussi en narrative design, Lucie en lead world designer. Voilà, c'est un peu tous les métiers. Il y a tellement de corps de métier que finalement, des discussions, on pourrait en avoir des centaines. Donc, c'est de pousser tout ça. Et aujourd'hui, je te laisse le lancer, Aurel, qui nous avons. Bah oui. Nous accueillons aujourd'hui William Marié, donc qui est Development Director chez Old Skull Games, anciennement Executive Producer, et qui va nous parler un petit peu de lui, du studio, de ce qu'il fait au quotidien, etc. Du coup, William va apparaître dans quelques instants sur vos écrans pour nous dire bonjour. Salut William. Salut. Comment tu vas? Bonjour. Bah écoute, très bien. Tu te sens stressé? Non, ça va. Je suis content d'être là avec vous, c'est cool, on va passer un bon moment. Super. Nickel. Je te laisse poser les premières questions. Allez. William, grande question que nous attendons tous, et ça j'adore cette question parce que elle est tellement variée à chaque fois, on a tellement des choses inattendues qui ressortent. William, comment est-ce que tu es arrivé dans le jeu vidéo? C'est en effet une question intéressante. Quand je suis arrivé dans le jeu vidéo, j'ai été passionné de jeux vidéo depuis tout petit. Donc j'ai eu toutes les consoles imaginables et j'ai décidé que je voulais faire partie de cette industrie. J'ai commencé à bosser chez moi, donc à faire des jeux au niveau programmation, faire des graphismes du temps de la Bible noire. Certains s'en rappellent, parce que je suis un peu vieux quand même. Et puis un jour, j'ai décidé de vouloir avoir du soleil, donc je suis parti à La Réunion. Et sur l'île de La Réunion, j'ai rencontré une copine qui avait une interview avec une société de jeux vidéo qui était basée là-bas. Et elle m'a dit, mais vu que tu aimes ça, pourquoi tu ne viens pas avec moi? Et donc je suis venu avec elle. Et du coup, c'est moi qui ai fait l'interview à sa place. Donc j'ai présenté voilà, les moteurs, des choses que je faisais. Et on dit, ah, c'est super cool. Et du coup, j'ai commencé en tant que stagiaire programmeur voilà, dans une société qui faisait à la base un MMO. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans l'industrie. Trop bien. Et du coup, pour la suite du parcours, ça a donné quoi après ça, après cette expérience en tant que programmeur? Après ça, du coup, moi, je suis resté pas mal dans la prog au début. J'ai fait de la programmation network. Après, j'ai toujours eu envie de manager des gens et puis de prendre plus de hauteur et de compréhension de manière à pouvoir pousser les produits. Je suis passé lead donc, dans la même société. Il y avait des besoins au niveau d'organisation. Donc, j'ai commencé à organiser un petit peu le développement de ce qui se passait au sein de cette société. Et puis après, je suis parti, j'ai voyagé, j'ai monté une structure sur Montpellier avec des amis à moi. On a essayé de lancer une plateforme de jeu, un peu ce qui ressemble à Roblox maintenant. C'était très ambitieux, mais du coup, on était un peu jeunes. On a fait 3 ans d'activité en essayant de pousser le produit, on a essayé de trouver des investissements, ça a été dur. On a dû mettre la clé sous la porte et après je suis parti à Londres du coup et à Londres je suis vraiment rentré dans le mobile
Et j'ai rejoint une société qui s'appelle IdeaWorks Game Studio, qui a bossé pour pas mal d'éditeurs à l'époque parce qu'ils n'avaient pas encore leurs infrastructures. Donc, que ce soit EA, Square Enix, Activision et d'autres. Donc, on faisait beaucoup de jeux mobiles dans les early days. Et donc, je suis resté là-bas pendant 3 ans. Donc là, j'avais vraiment bougé. Maintenant, j'étais executive producer. Hmm. Et puis après, j'ai rejoint Future Game of London, qui est un studio indépendant de jeux mobiles, en tant que executive producer et associé. Et du coup, on a monté la boîte jusqu'à une soixantaine de personnes. Le jeu phare, c'était Hungry Shark. Et du coup, derrière ça, je suis resté peut-être 4 5 ans. Et ensuite, j'ai fait une petite pause parce que j'ai toujours mes mains dans Unity, donc j'aime bien développer. Je me suis amusé à faire un petit jeu. Et puis après, j'ai été bosser pour Payload Studio, qui font un jeu qui s'appelle Terratech sur Steam, donc qui est passé partout, un autre modèle, Early Access, tout ça. Avant, c'était du free-to-play. Et ensuite, on a décidé de partir avec notre famille et de revenir en France. Et donc, j'ai passé presque 2 ans à mettre en place ma vie ici, à acheter une maison, à refaire, etc. Et puis après ça, j'ai contacté des studios en Suisse pour les aider plus sur le développement de leur studio, donc vraiment beaucoup plus haut niveau sur des business plans, ce genre de choses pour les aider. Et puis j'ai rencontré aussi Old School Game et les associés, et puis on s'est bien liés d'amitié, on a trouvé un terrain commun où on avait vraiment envie de bosser ensemble, et du coup je les ai rejoints en tant que executive producer, et puis maintenant directeur du développement. Trop bien. Ça fait un sacré parcours quand même, hein. Ouais, Ça- et du Ouais, mouvement, hein. ça fait 20 ans, ouais, voilà. C'est Ok. carrément. C'était une ambition personnelle de bouger à l'étranger ou c'est parce que les choses se sont présentées comme ça au moment où c'est venu? Ouais, j'avais toujours eu la bougeotte en fait. J'ai fait avant la Réunion, j'étais sur Montpellier. J'avais envie de soleil en fait, c'était ça. Moi, j'étais de Haut-Savoyard dans le froid, et la neige et le brouillard, j'en avais marre. Alors du coup, voilà. La première étape, c'était Montpellier, et la deuxième étape, encore plus de soleil, la Réunion. Mais il y avait toujours cette idée derrière, du coup, de vraiment rejoindre le jeu vidéo. Et puis, des fois, voilà, il faut une bonne étoile. Et il y a eu un moment, les étoiles qui se sont alignées. Et puis, c'est comme ça que je suis rentré. Et puis après, ouais, c'est toujours, on va dire que c'était toujours une envie de rester dans ce milieu. Et puis vraiment de développer, voilà, je suis assez entrepreneur d'âme. Donc, c'était de vraiment faire partie, de mettre en place des choses qui permettaient de faire à grandir des studios et puis de faire des succès, des jeux. Enfin, je joue tout le temps maintenant à plein de jeux, donc voilà, je suis baigné dans cet univers que j'aime beaucoup. Une passion. Une passion. Concrètement. Mais du coup, si on rentre un peu dans le vif du sujet, finalement, dans le métier, et après, donc, tu es passé de programmeur à producteur. Et pour un peu détailler pour ceux qui nous regardent, et pour commencer à poser le contexte, le rôle d'un producteur, finalement, que fait concrètement producteur, voire dans le rôle de producing, hein. Ouais, alors le produceur, il est là pour, c'est toujours un peu les mêmes choses. Si on prend ça de très très haut, on va dire que c'est la responsabilité d'organiser les équipes dans le but de sortir un projet de qualité dans les temps avec un budget donné. Voilà, ça serait la phrase, on va dire, d'école. Dans la pratique, je pense que c'est un travail humain déjà avant tout, de bien connecter avec les équipes, gagner la confiance des équipes, les supporter, vraiment être là pour répondre à leurs besoins. En fait, il y a un genre de moteur qui tourne et avec plein de pièces dedans, et on est là pour être l'huile, faire en sorte que tout le monde peut travailler, retirer les grains qui font qu'il y a des choses qui bloquent. Essayer d'anticiper au maximum de manière à ce que tout le monde puisse travailler dans un environnement le plus sain possible, de manière à ce que la créativité de tout le monde soit, on va dire, le maximum possible et que tout le monde s'amuse et se fasse plaisir. Après, dans la production, je dirais, technique de la chose, ça va être plus l'organisation vraiment des équipes,
s'assurer que on a les bonnes ressources pour un projet, être capable d'organiser le développement, que ce soit au jour le jour, à travers les tâches ou on va dire sur des longueurs un peu plus longues, qu'on appelle des sprints, ou sur des projets entiers. Ça va être plus voilà l'organisation de tout ça, comment en architecture, en agence et avec les dépendances. Voilà. Je sais pas si ça répond seulement à la question, mais Ouais, ça répond même Ouais, complètement à la question. ouais, plus que bien. Plus que bien. J'en profite, je fais juste une petite pause dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions également pour William. On se fera un plaisir d'y répondre également et de lui poser les questions en direct. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on alimente aussi avec vos questions. Ok, alors, par contre, William, tu dis que tu es passé du rôle. Alors, tu as fait programmeur, tu as fait produceur, tu as fait executive producer et development director. C'est quoi concrètement la différence entre un produceur, un executive producer et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je dirais que le producteur, il est attaché à un projet. En fait, c'est vraiment, en général, la bonne chose, c'est d'avoir un producteur par projet. Donc, le producteur, sa tâche principale, c'est vraiment le focus du projet, s'assurer que tout roule sur ça. L'executive producer, ça va être, il va plus avoir un groupe de producteurs, donc plusieurs projets dans un studio, et chaque producteur va être, va travailler avec son executive producer pour résoudre des problèmes, pour pouvoir, on va dire, augmenter la capacité et l'intelligence du département de production de manière à pouvoir faire les choses toujours mieux. L'executive producer aura la responsabilité, on va dire, dans un groupe un peu plus senior, qu'on appelle senior management team en anglais, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Mais voilà, d'avoir justement ce lien avec ce management qui doit reporter en fait tout ce qui se passe au niveau de la production et d'avoir une voix pour exprimer comment les projets, la santé, les risques, de manière à pouvoir garder le cap de la société. Après, directeur du développement et exécutif producer, je pense que c'est plus des termes un peu différents. Ce que je fais aujourd'hui à Old Skull Game est, on va dire, très similaire à ce que je faisais avant à Future Game of London. Je pense que l'idée ici, c'est d'essayer de montrer que ça va au-delà de la production parce que je participe beaucoup avec les autres associés à la stratégie du studio, au côté monétisation de nos jeux free-to-play, au côté publishing. Donc c'est un rôle un peu plus transversal, mais au final, c'est plus un mot qui est un peu différent. Mais je pense que j'ai des fonctions qui sont vraiment très similaires à ce que je faisais avant. Ok, d'accord. Donc si je vulgarise la chose, l'executive producer, c'est le N+1 des producteurs. Oui, voilà, exactement. Ouais. Ouais. Les producteurs vont reporter à l'exec producer et l'exec producer aura la place, si tu veux, dans le board, dans le comité voilà, de direction, de manière à représenter tout le pôle de production et s'assurer que il y a un seul élément dans cette team qui puisse reporter tout ça. Ok, ok. Moi, j'ai une question qui m'intéresse particulièrement parce que un jour, je veux ta place, William. C'est comment on devient producteur? Comment on devient producteur? C'est une bonne question. Alors moi, j'avoue que c'est peut-être différent maintenant. Et je pense à l'est, c'est sûr. Moi, à l'époque, les écoles où on formait des producteurs, ça n'existait pas. Ou très 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 peu. Il doit y en avoir peut-être une ou deux en France au maximum. Donc maintenant, il y a des écoles qui sont là pour ça, qui aident les étudiants à prendre connaissance de tout ça. Après, je pense que on va dire que c'est des traits de qualité personnels. Si je dirais on est très introverti, si on est plus un follower, qu'on n'a pas trop envie de prendre de leadership, si on n'a pas trop envie, on n'a pas des relations, on n'est pas facile au niveau relations humaines, on n'est pas facile à gérer des conflits et tout ça, c'est plus difficile parce qu'effectivement ce sont tous des traits de qualité qui font un bon producteur. Voilà, faut savoir problem solver. Je suis désolé, mais c'est vrai que après 12 ans à Londres, il y a pas mal d'anglicanisation dans mes mots. Mais oui, voilà, avoir des solutions, être solution orienté. Et puis après, les formations, je pense que quand vous les faites, à travers tout le cursus, vous apprenez tous les différents métiers. C'est important de connaître
les différents aspects, hein, les différentes disciplines, les différents process et tout ça, de manière à maîtriser le sujet et pouvoir mener des teams. C'est avoir la confiance et le respect et toutes ces choses-là, c'est super important pour un producteur. Donc déjà, je pense que un bon producteur, c'est déjà l'humain avant tout. Et en plus, après, je pense que c'est plus des choses qu'on apprend à l'école. Ok, Voilà. ok, très bien. Sur le côté école, je rebondis un peu, mais je trouve ça super important de pousser finalement des projets et de se mettre dans ce rôle de ce que tu disais de leadership, mais en tout cas de prendre un peu la main sur certains projets avec des membres d'équipe, programmeurs, artistes, designers, pouvoir créer des choses. Déjà même à un stade étudiant, c'est là où on peut prendre des risques sans vraiment mettre de l'argent en jeu. Enfin, on peut se casser la gueule, c'est pas grave quoi. Et déjà le prendre, parce que c'est aussi un but, cette question elle est vachement tournée pour étudiants finalement, allez-y quoi, essayez de vraiment prendre les choses en main pour pousser les choses. C'est comme ça en fait qu'on sort aussi du lot et du panier par rapport à tous les autres profils qu'il y a en face, parce que finalement, des postes dans la production, il n'y en a pas des masses non plus parmi les studios quoi. C'est pas un rôle qu'on prend qui est inné dans tous les studios d'ailleurs. Chaque prod, ça dépend des prods, ça dépend des sujets, mais il y a un rôle de producteur ou même d'associé de producteur. C'est pas tout de suite. Ça dépend du studio et de la taille aussi du studio, je pense. Mais bon, je complétais un peu. Non, t'as raison, c'est vrai, ouais, ça dépend de l'organisation aussi. Après, il faut pas avoir peur de. C'est pas parce qu'on n'a pas commencé avec des études de production que on n'aura pas une attirance personnelle de par ses traits de qualité qui font qu'on devient cette personne. Et je pense que c'est pas trop difficile d'arriver à rentrer de différents angles. Si on peut très bien, moi je connais des producteurs qui sont partis de la QA, je connais des producteurs qui sont partis du design, je connais des producteurs comme moi qui sont partis de la tech. C'est juste une envie de vouloir organiser et de vouloir assainiser un système et de faire en sorte que les gens qui s'y trouvent soient heureux en fait. Et je pense que si on a cette motivation, les outils, les techniques et tout ça, ça s'apprend aussi à travers les projets. Clairement, enfin, tout à l'heure tu disais, je pense que ça fait partie des réponses, mais qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce qui te fait vibrer finalement dans ton job et dans tout ce que tu as pu. Là, tu as traversé quand même pas mal d'expériences, mais ce qui vraiment te fait vibrer. Euh, je pense que avoir des équipes qui tournent, hein, dans le sens quand je dis qui tournent, c'est-à-dire où tout le monde se sent à l'aise avec ce qui est en place et sent qu'ils réalisent ce qu'ils ont envie de faire et à la fin il y a un jeu qui sort qui est de qualité. Je pense que c'est ce que tout producteur à la fin est content. On arrive à la fin d'un projet, on a vu que tout le monde n'a pas fait du crunch pendant 6 mois, que c'était bien organisé, que les gens quand ils voulaient avoir des vacances, ils pouvaient avoir des vacances. On a maîtrisé les enjeux, on n'a pas dépassé les budgets. Donc voilà, puis à la fin, on a une équipe. De toute façon, enfin, de mon point de vue, je pense que les équipes sont très contentes par rapport à la qualité des jeux qui sortent. Et donc, si on a réussi à mettre un environnement qui a permis de créer un jeu de qualité, je pense que c'est le mieux que puisse faire un producteur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça qui m'éclate, quoi. Ouais, clairement. Trop cool. Alors, j'ai une question qui est plus, enfin, personnelle, on va dire. C'est quoi pour toi ta ou tes plus grosses réussites sur tes différents postes que tu estimes en tout cas être tes plus grosses réussites? Pas forcément prod, hein. Ouais. Pas forcément prod. Euh, Alors, les plus grosses réussites, ça c'est toujours. La plus grosse réussite, je pense que l'une des choses dans laquelle je suis le plus fier, c'est que j'ai vu des gens que j'ai formés ou que j'avais dans mes équipes de production qui maintenant sont à des postes, enfin, pas importants, parce qu'important ça veut pas dire grand-chose, mais des postes où ils sont super contents et ils ont des responsabilités. Et ça, je suis content parce que du coup, je me dis que j'ai participé à ça. Donc ça, c'est déjà une fierté. Évidemment, c'est vrai que je mets ça en deuxième plan, mais quand tu me demandais juste avant, Nico, ce qui me fait vibrer aussi, c'est vrai que c'est des produits, hein. Moi, je suis un joueur, j'aime faire des produits qui sont bons. Donc, il y a aussi ce côté-là, pour moi, qui est important. Et puis, voilà, je pense que ce que je pourrais dire d'autre. Euh,
C'était quoi déjà? Redis-moi la question. Non, mais c'était ça Non, les mais réussites. c'est très bien. En fait, tu as répondu, c'est de Ouais. quoi tu es fier, en fait, ce que tu as pu être Ouais, fier de voilà, faire. c'est ça, ouais. Faire mes fiertés à moi, oui, c'était ça, mes réussites. Ouais, mes réussites. Bah si, voilà, les produits, c'est pour ça que je voulais dire ça. Voilà, évidemment, Cargo Shark, c'était une énorme réussite. Donc c'est sûr qu'on est fier de sortir des jeux comme ça. Après, il y a des réussites qui, des fois, on est fier pour certains aspects, et puis commercialement, ça marche pas, mais on est quand même voilà, fier d'avoir fait comme exactement l'expérience qu'on a monté cette structure à Montpellier. Je suis très fier d'avoir fait ça, hein. Et d'ailleurs, c'est pas parce que ça a échoué que ça n'a pas amené plein de choses. Ça revient un peu sur ce que disait Nico tout à l'heure. C'est des fois il faut se lancer, et même si on échoue, moi personnellement par exemple, ça m'a permis aussi de mettre en place plein de choses qui, quand je suis arrivé à Londres pour postuler, ça a été un des atouts premiers pour lesquels des gens ont voulu me recruter. Donc c'est des choses, ben voilà. Mais D'avoir je suis échoué ou très fier. d'avoir entrepris? Pardon? D'avoir échoué ou d'avoir entrepris, enfin, d'avoir échoué en entrepreneur? Oui, d'avoir entrepris. Après, ça, c'était effectivement, c'est une fierté d'avoir ben, organisé, d'avoir rassemblé toutes ces personnes et d'avoir essayé de faire quelque chose d'ambitieux. Alors, on en était très fiers, on n'y est pas arrivé. Mais je veux dire, dans l'échec de ça, il y a quand même plein de bonnes choses qui se Hmm. sont passées. Et Voilà. bah, c'est intéressant parce que quand tu es arrivé à Londres et que tu as postulé, on dit beaucoup qu'en France, on a quand même une culture de l'échec qui est dommageable par rapport aux autres pays. Est-ce que c'est vraiment le cas quand tu es arrivé à Londres? Est-ce qu'on a mis en avant le fait que tu as entrepris et plutôt que bah, t'as pas réussi? Non, non, c'est vrai que là, donc IdeaWorks, quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai que l'échec qui s'était passé, le fait que j'ai pu montrer tout le côté entrepreneur, Hmm. organisation, producteur, montrer ben, le jeu qu'on avait fait, la plateforme qu'on avait créée et tout, ça a grandement joué. L'échec dans ce cas-là était plus après, on était voilà, faut sûr comme ça. Moi, je sais même plus quel âge j'avais pas bien vu, je devais avoir 27 ans, un truc comme ça. Et bah voilà, on était ambitieux, on était jeunes, on était Hmm. fougueux. Après, ben, c'est sûr qu'il y a des contraintes, hein, on les réalise un peu plus tard, mais non, non, ça n'a pas été trop pris en compte. C'était plus le fait qu'on allait essayer d'aller de l'avant, en fait. Voilà. On est un meneur, on va de l'avant, et c'est des qualités qu'évidemment les gens recherchaient pour être producteur. Clairement. Clairement, et bon, pas vraiment de transition, mais cette question-là, je me la suis notée parce que je voulais te la poser. Sur le côté. Non, mais c'est. Tout à l'heure, tu évoquais le fait d'avoir formé des gens, mais du coup, c'était au sein d'entreprises, des personnes bah, que tu as pu suivre ou autre. Tu t'es déjà retrouvé à donner des cours, finalement, pareil, à des étudiants, ou c'est quelque chose que tu n'as pas forcément? Non, j'ai jamais fait. Alors, c'était pas par manque d'envie, c'est plus par manque d'opportunité. Hmm. C'est vrai que enfin voilà, ma personnalité, quand je suis dans un studio, je me donne à fond, Hmm. et je suis pas généralement, là, ça va dire l'inverse de ce que je suis en train de faire, mais je suis pas généralement quelqu'un qui est devant les caméras. En général, je suis plus à l'arrière-plan parce que bon, voilà, je passe de ma personnalité, j'aime juste faire marcher la machine. Donc voilà, c'est vrai que j'ai jamais mis en avant que je pouvais faire des cours et des choses comme ça. Après voilà, à travers Game Only, on a Hmm. organisé une masterclass pour l'incubateur Let's Go qui était très sympa, j'ai adoré faire ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu trop l'opportunité. Ok. Non, je disais ça parce que c'est des réflexions que j'ai là en ce moment. Enfin, je vais peut-être me retrouver à donner des cours de gestion de projet. Et du coup, en fait, ça me fait vraiment prendre du recul quand même sur ce qu'on fait, enfin, ce qu'on fait là au jour le jour, sur les roadmaps, sur l'organisation. Et du coup, ça permet, enfin, si tu as envie d'apprendre quelque chose, tu dois le maîtriser, enfin, tu dois le comprendre, quoi. Et du coup, c'est super formateur en plus de prendre autant de recul. Je trouve ça assez, enfin, super intéressant. C'est assez Ouais. ouf. Ouais, bah oui, moi, quand j'en ai préparé, là, j'ai préparé la presse et puis du coup la masterclass. C'est vrai que ça te fait poser beaucoup de questions et prendre du recul quand l'audience est variée, qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, mais que ça doit être concis, mais suffisamment haut niveau pour que tout le monde puisse l'intégrer, mais en même temps que tu puisses rentrer dans les détails pour certaines personnes. C'est vrai que ouais, moi, c'est un exercice que j'avais jamais vraiment fait avant. C'est vrai que c'était vachement intéressant, et puis comme tu dis, ça te permet de te poser des questions. Clairement. J'imagine. Alors, tu as déjà un peu répondu à la question tout à l'heure quand on parlait de comment on devient un producteur, mais
pour toi, c'est quoi les qualités, les compétences qui sont vraiment indispensables pour être producteur? Hard ou Ouais. soft, hein. D'ailleurs, Alors, producteur, même faire ton métier en général, quoi. ouais, bah, euh, je pense que ouais, la qualité déjà première, c'est les soft skills, c'est sûr. Il faut être humain, il faut être à l'écoute, il faut comprendre les problématiques des gens. Ça, c'est déjà la première chose. En fait, c'est la relation de confiance entre un producteur et une équipe, c'est fondamental. Et il n'y a pas de confiance si ça va que dans un sens. Donc, il faut vraiment avoir ça en soi, d'être prêt à écouter les gens, d'être prêt à prendre le temps d'expliquer, d'être prêt à remettre en cause les choses qui semblent acquises, mais que en fait, ben, on a une team différente, les gens veulent fonctionner différemment. Faut vraiment prendre tout ça en compte parce que on se place en tant pas de leader de troupeau, mais en tant qu'organisateur et médiateur. Et en fait, il faut avoir la confiance des gens pour pouvoir prendre ce rôle et organiser les gens et que les gens prennent confiance. Ils ont souvent les gens d'un projet ont la tête un peu dans le guidon, hein. Ils sont toujours en train d'avancer et on est censé garder la vision un peu globale de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est très important que du coup on ait ces relations avec ces personnes pour pouvoir expliquer ce qui se passe correctement et prendre le temps de le faire. Donc déjà ça c'est la première chose. Ensuite, bah, faut aimer le management, hein. Il faut aimer organiser. Si vous avez une allergie à Excel, ne faites pas producteur, ça c'est sûr. Voilà, il faut aimer les données, il faut aimer analyser, il faut aimer être rigoureux et organisé. Voilà, il y a des rythmes à prendre hein, pour qu'une c'est comme un peu un moteur, il faut qu'il y ait un rythme qui s'installe et donc il faut être rigoureux d'en tenir ce rythme. Donc voilà, je pense qu'une certaine rigueur, l'humanité, un poil de leadership pour de temps en temps savoir pousser les gens à prendre des décisions, même si c'est pas nous qui les prenons, on doit pousser à la décision. Euh, voilà, après, bah, des skills hard, je dirais, voilà, il faut maîtriser des outils qui permettent à faire de la production. Alors, que ce soit des outils comme Jira ou Trello ou une maîtrise d'Excel ou même de programmation, c'est bien parce que ça permet de faire plein de choses, plein de ponts à des endroits entre des outils. Il faut avoir, bah, dès qu'on remonte un peu plus de gestion financière, de être capable de modéliser un projet avec des ressources, avec un budget alloué, avec une montée d'une team, une descente d'une team. Voilà. C'est un peu, bon, c'est large, hein, et ça touche beaucoup de sujets, mais je pense que le corps du corps, c'est l'humain, euh, euh, vraiment au centre, et puis avoir vraiment l'envie d'organiser, quoi. Mm. Il y a aussi le côté communication, hein, enfin, on se Et, retrouve c'est humain, en fait c'est sous-jacent, mais enfin, on se retrouve toujours à parler. Enfin, vraiment, voilà. c'est- Gestion des conflits, ce genre de choses où effectivement il faut être à la fois un ambassadeur et puis à la fois un médiateur où Mm. voilà, des fois, il faut gérer des conflits de team. Mais oui, tu as raison, il y a beaucoup de Même, communication même avec pas les clients. que conflit, mais avec, bah, c'est ça, client, direction, team. Et, finalement, c'est central, quoi. Ce rôle dans une production est central et souvent. D'ailleurs, souvent, à l'époque, enfin, quand tu arrives dans une équipe, on me dit, mais ça va, le rôle de producteur, il sert à quoi? C'est Mm. toujours un peu bizarre de devoir justifier son rôle au début, mais c'est un tel apport. Enfin, l'idée, c'est de soutenir, c'est ce que tu disais, quoi, de soutenir l'équipe, de pousser et de faire en sorte bah, qu'il soit bien au jour le jour. Et pour moi, c'est les choses importantes en termes de compétences, quoi. C'est la base humaine nécessaire. C'est totalement d'accord. Je perds un peu ma voix, je suis un peu malade, je suis désolé. Mais vraiment, c'est trop cool. Ouais. Moi, Sur. Bah, vas-y, vas-y, dis-moi. j'ai une question qui m'est venue comme ça là, pendant que tu parlais de tout ce qu'il fallait en fait comme skills. Tu t'organises comment au quotidien du coup avec tes équipes? Qu'est-ce que tu mets en place pour que ça fonctionne bien? Par quelles choses tu passes en fait au quotidien pour que ça roule tout simplement? Est-ce que là, tu veux dire en tant que producteur? Parce que effectivement, moi, je suis moins, si tu veux, attaché à un projet, bien que Oui. voilà, ça m'a arrivé plusieurs fois. Mais tu veux dire, juste pour que je situe la question, tu parles quand tu es producteur ou en tant qu'exec prod? Parce que du coup, ça va être deux choses différentes.
Et bah, tu sais quoi, j'ai envie de te dire les deux, juste pour avoir la différence. Alors, du coup, je vais partir du producteur. Donc, comment on organise les équipes? Alors là, on va rentrer un petit peu dans des détails, des termes un peu plus techniques. Mais moi, depuis que je fais de la production, j'ai toujours travaillé en agile. Donc, c'est une méthodologie itérative avec une philosophie où, quand on avance, on décide dès le début qu'on connaît pas tout et on va trouver la réponse aux choses en ajoutant des valeurs dans un projet petit à petit et en se laissant la possibilité de changer de trajectoire si on se rend compte que ce qu'on a dans les mains, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc la philosophie globale, elle ressemble à ça. Et après, dans la pratique, eh ben, on va organiser une vision sur quelques mois qu'on appelle une release. On va décider de ce qu'on veut faire dans les grandes lignes. On va prendre des gens, donc une team dans un meeting. On va faire un planning très haut niveau avec beaucoup d'interactions entre la team pour se challenger sur ah mais non, je pense que ça prend plus de temps. Ah bah non, moi je pense qu'on peut faire comme ça. De manière à vraiment créer cette interaction dans la team pour que chacun challenge les différentes disciplines et vraiment la compréhension de ce qui se passe. Grâce à ça, ça nous donne une estimation globale sur les 2-3 prochains mois. Et puis après, on commence ce qu'on appelle des sprints, qui sont une période de temps. Euh, on va décider qu'est-ce qui rentre dedans. On l'aura défini correctement. On va évaluer combien de temps ce sprint va prendre. Enfin, c'est ce qu'on appelle user stories, mais c'est des features. Combien de temps elles vont prendre. Et puis une fois qu'on démarre, c'est un peu l'espace sacré. C'est-à-dire que pendant ce sprint, on va ne faire que ce qui a été décidé. Personne ne peut venir le changer, personne ne peut faire de changement en plein milieu, que ce soit la team ou un creative director ou ce genre de choses. Et en fait, ça crée un espace de sécurité où la team s'est engagée à pouvoir, entre elles, elle s'est engagée à pouvoir délivrer ces choses-là et elle va s'organiser pour pouvoir avancer en multidiscipline pour pouvoir arriver à livrer ces choses-là. Donc c'est un peu ça le rythme qu'on a, en tout cas au niveau d'un producteur à Old School Game. Enfin, Nico pourra en parler, hein. Après, au niveau de l'exec prod, l'idée en fait, c'est à la fois de remonter, de faire un côté remontant qui fait que les producteurs, on va avoir un meeting qui est toutes les semaines, hein, qui est assez long, mais qui remonte en fait toutes les informations des projets. Alors, il y a une première base qui est la remontée d'informations de projet vers moi, de manière à ce que moi je sache ce qui se passe, de manière à ce que moi je puisse en parler aussi avec les autres associés. Il y a à travers ça un partage de connaissances, donc entre les producteurs, chacun va exposer ses problèmes, où ils en sont, comment ça se passe, et donc il y a un transfert de connaissances et de situations. Il y a par exemple des ressources. À des moments donnés, certains producteurs ont besoin de ressources, donc c'est à ces moments-là qu'on va pouvoir échanger en disant bah voilà, moi j'aurais besoin, est-ce que tu penses que c'est possible? Ce genre de choses. Et puis ensuite, on va se focaliser sur le pôle de production et on va prendre ce qu'on appelle un backlog où dedans on a ce qui est la même chose qu'on utilise pour la production, on a un backlog de features pour la production. Et ben nous on a la même chose où dedans on va mettre les envies et comment on a envie de faire évoluer notre pôle de production, soit avec des nouvelles méthodologies, soit avec des tools qu'on veut essayer, soit avec ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et après, on priorise de manière par la valeur, en disant, bah voilà, ça c'est ce qui a le plus de valeur. Et chacun des producteurs ou moi-même va prendre certains chantiers en disant, on va essayer d'avancer. Euh, voilà, en fonction aussi des remontées de la team. Alors ça, je vais te dire en toute honnêteté, c'est ce qui est idéal et c'est ce qu'on essaie de faire. Au jour le jour, il y a des imprévus qui se passent qui font que ben, des fois, on a moins de temps à passer sur l'évolution du pôle et beaucoup plus de temps à faire du euh, firefighting, le pompier, voilà, le pompier sur les projets. Et donc, on y passe un peu moins de temps. Mais l'idée, c'est ça. C'est que du coup, il y a un focus sur la remontée d'informations, un focus sur le partage et un focus sur l'amélioration du pôle. Voilà. Yes. Ok, super intéressant. Je suis pas sûr. Enfin, mais tu parlais des sprints. Je sais pas si ça pourrait compléter la réponse aussi, mais le côté stand-up finalement. Oui, voilà. Le jour, en fait, c'est ce qui va canaliser finalement quand on a défini cet espace sacré qu'expliquait Will de sprint. Ouais, c'est interview, mais du coup, c'est aussi. Non, mais vas-y, t'as raison. On parle de mon rôle, du coup, ça me parle aussi de ouf. Évidemment. Mais juste quand tu as défini cet espace sacré de sprint, pour être sûr de tous les jours de ne pas être en retard, de s'assurer et puis aussi de relever les bloquants possibles de l'équipe et qu'elles communiquent entre elles parce que finalement une équipe
de production d'un jeu, bah, c'est plusieurs pôles en même temps, hein. C'est des designers, des artistes, des développeurs, sound designers, enfin avec plein de corps de métier à l'intérieur qui peuvent en plus varier. Donc faut que les gens se parlent, et c'est les stand-up, donc c'est tous les matins, et puis c'est une dizaine, quinzaine de minutes. Et l'idée, bah, c'est de passer dans ces tâches qu'on a définies, et cet espace sacré, et de dépiler si c'est un sprint de 2 semaines, bah, jusqu'à la fin des 2 semaines, pour pouvoir assurer la livraison, bah, de tout ça. Donc c'est aussi cette routine-là de démarrer tous les matins avec son stand-up. Et après, bah, ça permet de découler aussi ok, on a besoin de se parler, le sujet il est gros, on va pas le faire au stand-up parce que bah, y a 15 minutes et c'est important, c'est qu'est-ce que j'ai fait la veille, est-ce que je l'ai fini et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Grosso modo, c'est ça. Après, s'il y a des plus grosses discussions, ok, sur telle feature, comment on avance techniquement, est-ce qu'on a besoin de faire autre chose, bah, tu crées un call ou enfin une réunion dédiée à ça pour prendre le temps de réfléchir. Mais voilà, c'est à peu près ces journées types, en tout cas, pour commencer une journée producteur. Exactement. C'est le plus. Merci, c'est bien parce que j'oublie des choses, hein. Heureusement, tu es là. Ouais. C'est bien. C'est normal. Non, mais mais dans tout ça, là, on a expliqué vraiment on va dire le process, enfin, en tout cas, comment on s'organise avec les méthodes agiles. Mais pour toi, dans une prod de jeu, c'est quoi le plus gros challenge finalement? Qu'est-ce qui est quand même vraiment dur, ou en tout cas à surmonter? Il y en a des choses, bon, on va pas se mentir, mais pour en citer. Pour en citer 2-3, je pense que la pré-production d'un jeu, c'est une étape compliquée. Parce que autant quand on arrive dans des étapes plus tard dans le projet où tout est un peu mieux défini, arriver à définir des tâches précises et des temps d'estimation et faire en sorte qu'on livre ce qu'on a besoin de livrer, c'est plus facile parce qu'on a beaucoup plus de définition à un stade plus avancé du projet. Autant quand on est dans les phases très très tôt, que ce soit de prototype ou de pré-prod, s'assurer d'arriver à faire fonctionner un agile, c'est quelque chose qui est plus compliqué parce que évidemment il faut prendre en compte des aspects différents où on doit faire de la recherche, on doit faire de la mise en application, on doit faire du prototype à l'intérieur d'un projet commun, on doit faire du tools, on doit faire plein de choses. Et donc l'organisation est plus difficile. Je pense qu'une des choses qui est les plus importantes pour les producteurs, et ça vient avec l'expérience, c'est difficile d'avoir ça dès les débuts, mais c'est vraiment la compréhension des métiers. Plus on va comprendre les métiers, plus on va comprendre leur interaction, plus on va comprendre les dépendances, plus on va être capable d'organiser et de comprendre où vont être les problèmes. Et c'est tout quand tu dis les gros problèmes en fait, de production, souvent ça vient de là. C'est-à-dire qu'on va avoir un sprint qui va être démarré et en fait on n'aura pas bien pensé aux différentes dépendances que les teams vont avoir. Si on a un personnage à créer, il faut le faire dans l'ordre. On ne peut pas faire un personnage en commençant par la 3D. Voilà, il faut un concept, il faut la 3D, il faut un rig, il faut une animation. Et si on n'a pas pensé à toutes ces dépendances, la team va pas être bien organisée et ça va créer des tensions. Et en fait, c'est tout l'art de arriver à agencer ces choses-là, comprendre les dépendances. Et donc le plus dur, je pense que c'est ça. Ouais. Ah, le côté anticipation finalement. Voilà, c'est ça. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé pendant un moment, mais c'est ce côté où finalement, dans une prod où tu peux subir, enfin, tu peux te retrouver dans un moment où tu maîtrises pas tous les tenants aboutissants, du coup, tu es toujours dans l'urgence je disais tout à l'heure, à faire le pompier, mais juste à essayer d'éteindre les feux qui se créent un peu partout et de réagir après que le feu s'est déclaré. Là où finalement, commencer à anticiper, du coup, maîtriser ce qui va se passer, comprendre ce qui va se passer et ok, il va y avoir un feu, mais en fait, on a mis ça en place pour que ça s'allume pas. C'est à ce moment-là, et je trouve que c'est vraiment le plus gros. Enfin, moi, dans mon cas, c'est sûr que c'est un des gros challenges. Mais après, quand tu t'arrives à anticiper, je trouve que c'est aussi une grosse victoire personnelle aussi. Ok, en fait, j'ai réussi à bien penser les choses et autres, et ça fait aussi plaisir. Ouais, t'as totalement raison. Il y a beaucoup de. Après, ça, c'est effectivement, voilà, c'est après de passer sur 2-3 jeux, arriver à anticiper ce qui va se passer, ça aide beaucoup. On a des outils, par exemple, au studio, dont on se sert pour justement essayer de faire en sorte
on a ce qu'on appelle un tableau de risque pour chaque projet. On a donc dans ce sprint que expliquait Nico tout à l'heure avec les stand-up, le dernier jour, on a ce qui s'appelle une sprint review où on passe justement sur tout ce qui s'est fait. Là, on présente, la team présente tout ce qu'elle a fait. C'est un moment de célébration. Et en même temps que ça, il y a aussi une revue des risques qui est mise à jour chaque sprint où la team peut remonter les risques Mm. qu'elle pressent, le producteur peut les mettre à jour, les clients peuvent les mettre à jour, de manière à ce que on arrive à identifier les risques le plus tôt possible avant qu'ils deviennent critiques et on y fasse quelque chose dès les débuts, de manière à ce que ça reste en fait un petit risque qu'on a tout de suite Mm. rabattu et que ça devienne avec critique. On a des outils pour essayer d'appréhender ces choses-là, mais Nico a raison, c'est sûr qu'elle est capable d'anticiper ça, c'est très important. Mm. Il y a, il y a ce côté adaptation aussi des personnes. Je sais pas comment comment le décrire, mais en fait, chacun est différent, c'est sûr, dans une équipe. Et puis, il y a des personnalités aussi différentes. Et il y a une notion d'adaptation dans ce rôle qui est ultra importante finalement. Enfin, il y a tu vas pouvoir apporter un process ou autre, mais tu peux avoir une résistance au changement, des personnes qui vont Mhm. te suivre directement. Et en fait, c'est super. T'as déjà eu des difficultés quand même rencontrées comme ça où tu t'es senti un peu face à un mur ou où ça a toujours été plus ou Ouais, moins. bien sûr. Comme toi, comme tout le monde, je pense, à certains niveaux, mais ouais, c'est sûr, bien sûr. Après, moi, j'essaie de respecter une règle assez simple. Quand il y a des conflits comme ça, c'est que à partir du moment où l'individualité porte atteinte au groupe, j'interviens. C'est-à-dire que quand tout un groupe va dire ah bah ouais là un process qui va pas, on n'aime pas ça, il n'y a pas de souci, il faut le changer. C'est la team qui par contre si je vois qu'il y a une des personnes ou deux des personnes dans un groupe qui en fait par n'importe quel moyen crée un problème dans la team et que je vois que la team en fait est affectée, c'est là où je juge que c'est important d'aller interagir avec ces personnes pour vraiment expliquer que ce qui est intéressant de travailler dans une équipe de jeux vidéo, c'est d'être une team et qu'à partir du moment où on n'est pas capable ou qu'on veut pas en fait participer à la vue globale en fait, hein, c'est une tangente, il y a un médium au milieu et si on veut pas en fait se rapprocher de ça, en fait c'est qu'on ne doit pas être à l'intérieur de cette team parce qu'au final on fait pas un projet tout seul, on fait un projet en équipe Mm. et par contre la tangente elle peut bouger en fonction des équipes, il y a des fois des gens qui vont vouloir travailler comme ça ou qui auront une attitude un peu plus comme ça, donc on s'adapte entre chaque production, chaque studio. Mais par contre, ouais, moi je mets la ligne à dès que ça impacte la globalité de la team, je pense que c'est là où il faut interagir. Et c'est arrivé bien plus d'une fois dans plein de productions différentes. Et Mm. bah, il faut agir. C'est là où justement ce qu'on disait tout à l'heure, où la gestion un peu des conflits et des personnalités. Après, moi je suis pas du tout d'une nature à rentrer dans les gens, mais il faut savoir de temps en temps mettre le point sur la table en disant là ça suffit, parce qu'en fait c'est ce que tu es en train de faire, ça empiète sur le bonheur des autres et leur capacité en fait à faire leur travail correctement. Mm. Voilà en général. Je sais pas si ça répond exactement à ta question. Si, Alexandre. si. Mais par rapport à, bah, justement, par rapport à ce qu'on vient de se dire, est-ce que c'est pour toi peut-être la chose la plus compliquée en tant que manager ou est-ce qu'il y a encore autre chose qui te paraît plus difficile que ça? Ça va être difficile, mais en tant que manager, finalement, ça apporte un lot de responsabilité et c'est quand même Après, pas mal. quand on est producteur, alors ça va dépendre vraiment des teams, hein. Tu peux être producteur sur un projet de, on va dire, moins d'une dizaine de personnes. Tu peux être producteur sur une équipe de, on va dire, 30 personnes. Je pense qu'au-delà, c'est compliqué d'être tout seul. Et tu peux être producteur ou senior producteur d'un triple A. Et là, c'est vraiment différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de mon côté, Mm. j'essaie de pas faire cette communication tout seul. Là, on a des projets où bah voilà, on est une trentaine. Il y a un lead par département qui est vraiment qui est le lead de sa discipline sur des projets. Et ce genre de conflit qu'on n'a pas vraiment, hein, enfin, de temps en temps peut-être un peu comme tous les studios, mais vraiment à échelle très petite. Euh, Moi, quand j'étais dans des autres studios où il y avait ce genre de conflit, je me tournais vers les leads de manière à ce que justement de ne pas créer une stigmatisation, mais de comprendre que c'est pas le producteur qui est là en train de dire non, 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 c'est en fait c'est la team, ça vient pas que d'une personne, et j'essaie de me reposer le plus sur ce carré de bras droit de 4 ou 5 leads qui sont autour du producteur pour pouvoir faire cette médiation, non pas tout seul, mais en groupe.
Hmm. Et plus spécifiquement, par contre, parce que là, c'est basé quand même sur le projet, mais toujours en lien avec les leads. Mais si tu prends un peu ta casquette exec prod, ce côté du coup de devoir gérer des gens, enfin, c'est une sacrée responsabilité. Ça, au niveau du ressenti, enfin, c'est. Bah, comme je disais un peu tout à l'heure, en fait, moi je pense que c'est une des plus belles choses à faire. Enfin, en tant que, voilà, moi je pense que je suis un, comme on parlait un petit peu tout à l'heure de très inné, moi je pense que je suis inné comme ça, j'aime manager les gens. Et à travers ça, c'est une fierté d'arriver à développer les gens. Bon, maintenant, voilà, je suis plus vieux, donc évidemment, les producteurs sont plus jeunes, en général, ils ont moins d'expérience. Et moi, c'est vraiment une fierté d'arriver à les développer. Et je pense que il y a des moments où le management de personnes, il y a des gens qui veulent aller de l'avant. Les gens qui veulent aller de l'avant, c'est pas parce qu'ils veulent aller de l'avant qu'il y aura jamais de conflit. Mais par contre, c'est important des fois quand les gens, ben voilà, quand il y a quelque chose qui est mal fait ou quelque chose qui suit pas des directives, de Hmm. remettre la barre au bon endroit parce qu'en fait, je le vois pas comme exécuter un pouvoir ou quelque chose de ça. Je le vois dans tu es en train de dévier de ta trajectoire maximum de progression. Voilà. Donc, et du coup, c'est important parce que pour moi, c'est mon but que cette personne, elle arrive le plus vite possible à être le plus compétent possible. Et quand je vois que ça dévie, c'est mon travail, c'est ma responsabilité, même si des fois, bah, ça génère des conversations, voilà, un petit peu de temps en temps, bah, houleuses, mais c'est pas grave parce que c'est aussi ma responsabilité de faire en sorte que ces gens avancent. Donc voilà. Mais c'est un truc que j'aime, hein, ça. Moi, j'ai pas de vraiment. Quand je dis j'aime, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, mais j'ai pas de problème dans le conflit à partir du moment où il est constructif. Hmm. Mais je pense qu'il faut en être conscient, quoi. Enfin, de ce côté, devenir manager, enfin, c'est pas juste. Enfin, il y a des vraies responsabilités de ce côté-là. Enfin, ce que tu dis, en fait, il faut être capable aussi d'arriver et de dire, bah attends, tu dévies, et d'argumenter correctement pour ce qui est pas forcément simple. Donc ouais, non, c'est pareil, c'est ce côté-là, c'est prendre aussi pas mal de responsabilités. Il faut en être conscient aussi à ce moment-là. On passe plus de la gestion d'un projet, mais la management humain et bah, avec chacun. J'arrive pas forcément à le développer correctement, j'avoue, mais Non, tu mais vois oui, ce que je veux dire. c'est plus au niveau, c'est moins le niveau produceur, parce qu'effectivement, le produceur est seul de son département et il a vraiment des leads pour s'appuyer. C'est vrai qu'au niveau Mm. exec prod, bah voilà, on est le manager direct, comme tu Hmm. disais tout à l'heure, N plus 1 de tous les producteurs. Et là, pour le coup, c'est un vrai management qui passe par un suivi, un essaie de développer les gens. On a des appraisal, des entretiens annuels pour justement fixer des objectifs, essayer de faire avancer. Il faut, et bah, après, c'est une responsabilité c'est vrai que si on n'a pas envie de s'attacher à vouloir manager les gens dans le sens de les développer, d'écouter, de prendre en considération. Alors, producteur, c'est moins le cas, mais c'est vrai que exec producteur, là, du coup, ça devient beaucoup plus fondamental parce que c'est vraiment le boulot. La vérité, c'est que quand tu es un bon exec prod, c'est que tu as une équipe de producteurs qui fait bien son boulot parce que les interactions, les compétences sont développées, l'adaptation, l'homogénéité du studio, c'est toutes des choses. Moi, je suis pas là. C'est vrai qu'on le fait par urgence parce qu'il y a il y a des fois des moments où il faut intervenir. Mais moi, mon rôle, c'est pas d'aller produire un projet. Je dois avoir confiance en mes producteurs pour le faire et bah, développer des compétences qui on analyse ensemble, hein, on voit, on parle pour voir bah ouais j'aimerais bien me développer là et développer ces compétences qui permettent de pouvoir gérer le projet de A à Z en autonomie. Ok, super. On a encore quelques questions pour toi, métier, William. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous racontes ta petite anecdote. Ouais. Donc je rappelle les règles du jeu quand même, pour ceux qui sont dans le chat également. William a préparé une anecdote voilà, qui va nous raconter tout de suite. Le but, c'est de savoir si ce qu'il nous dit est vrai ou faux. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez jouer avec nous. Nous, avec Nico, on va jouer également. Il nous donnera sa réponse un petit peu plus tard, quand on aura fait notre quiz. Voilà, donc c'est le petit moment un peu rigolo. On en a eu des belles jusque-là. Voilà, je te mets pas la pression, William, mais on en a eu des belles. Non, non, mais ouais, alors, anecdote. Alors, l'anecdote, du coup, ça parle d'un voyage d'entreprise pour aller à Unite, donc la conférence Unity, où on est tous allés là-bas, on devait être une quinzaine, et un des soirs, on décide d'aller au casino, et puis on était ben, avec plein de gens de l'industrie.
Et on arrive, on se dit, bah voilà, moi je suis pas trop, voilà, je suis pas trop joueur, hein, mais de temps en temps ça arrive, on va au casino. Alors on prend, je sais plus, je crois que c'était 50 euros, il y avait mon creative director, mon tech director. Et on y va, je pense, on a joué à la roulette parce que voilà, c'était le truc marrant. Et du coup, je pense que j'ai dû perdre mes 50 euros en quelque chose comme 10 minutes, sans comprendre vraiment. Mon creative director a fait la même et j'avais mon tech director avec son analyse qui était derrière nous en train de nous regarder. Et on a perdu tous les deux. Et puis il a fait, ouais, mais bon, moi je vais faire comme ça. Et en fait, il a mis tu me rappelles, c'était le 32. Il a mis une tour, enfin, il a mis en gros ses 50 euros avec une grosse tour et les 4 carrés autour. Et la boule est partie. Et en gain, il a gagné, je sais plus, je crois que c'était 850 euros en un coup. Et du coup, il nous a payé toute la soirée. Voilà. Donc quoi, des sorties, ça, c'est les gens autour. Ce qui était marrant, c'est de voir tous les gens autour de l'industrie qui étaient à côté en train de nous regarder jouer à la roulette et qui a vu le gros tas arriver devant Toby. Et c'était voilà, c'était la petite anecdote. Donc Ok. tu t'es fait rincer par le tech director Voilà, qui exactement. gagne à la roulette. C'était exactement ça, ouais, sur un coup de chance monumental. C'était chez Old Skull ou c'était avant? Non, c'était quand j'étais chez Future Games, ouais. Ok, d'accord. Je trouve que ça donne beaucoup de détails, mais il est fourbe. Ouais. Il est fort. Il s'est bluffé. Il s'est bluffé. On a joué au poker. Ah bah, J'ai joué au poker. ça joue un peu au poker. Dites dans le chat ce que vous en pensez. N'hésitez pas à interagir. En tout cas, qu'est-ce que t'en penses, toi, Aurel? Et en fait, le truc, c'est que ça me paraît hyper crédible. Enfin, même de la manière dont tu racontes, William. Enfin, j'ai pas vu. Enfin, j'ai pas perçu, tu vois, ce truc de. Il fait exprès de placer des. Je me rappelle. Je me souviens de ce petit détail. Enfin, en tout cas, si tu places des choses et que tu inventes des choses, tu le fais vraiment très bien parce que je sens pas que c'est. Enfin, moi, pour le moment, je partirais sur quelque chose de vrai, mais. Donc, On verra. tu serais plus vrai. Ouais. Moi, il y a un truc quand même où je me dis. Je sais pas. Il y a un truc où je me dis quand même 50 euros, c'est peu. Enfin, pour jouer au casino, avoir que 50, je me dis mince. C'est. Ah ouais, mais enfin, casino, la règle du jeu, c'est tu viens avec ton billet et puis tu viens avec rien d'autre, quoi. Tu rentres pas avec une carte, tu vois. Ouais, ouais, mais le billet, il est un peu plus gros généralement. Je sais Mais pas. bon. Après, je sais pas, moi, ça me titille le côté, le côté petit, mais parce que bon, si tu vas au casino, c'est pour essayer de doubler assez fast, enfin, Bah, d'avoir un peu après, ça plus. dépend, hein. Tu vois, enfin, dans un effet de groupe, tu peux être entraîné et puis tu vois, par exemple, moi, je me retrouve dedans, typiquement, je mets 50 euros, quoi, parce que j'ai jamais joué. Donc, si je perds 50 euros et puis basta, quoi. Ok. Mais moi, Ah, en fait, il y a deux choses. Bon, je suis un peu biaisé parce que je t'ai vraiment demandé ça hier soir et du coup, fallait trouver un truc. Donc, je me suis dit, peut-être, il a trouvé un truc en speed et du coup, c'est vrai, il s'est pas embêté à trouver quelque chose de faux. Mais en même temps, on travaille ensemble un peu, quoi. Donc, Ça peut être juste un détail, hein. Donc, Rien à faire aujourd'hui, j'ai passé 6 heures à inventer une histoire. oui, bien sûr. Passer 14 heures de call ensemble, donc non, je dirais. Moi, non, je vais sur faux. Il y a un truc, faut que je réfléchisse au quoi, mais il y a un truc qui me. C'est trop réel. Il y a un truc qui va pas. Ok. On est Bon. Corentin Baguette qui dit True Story. N'hésitez pas les autres, ceux qui écoutent finalement, faites-vous vos propres avis. On fait un reveal allez, après le quiz en tout cas, donc ça sera dans Ouais. une vingtaine de minutes C'est ça. pour savoir la vérité. On verra. On verra. On verra. C'est sympa, j'aime bien le casino. Alors, William, revenons à nos questions un peu métiers. Bah justement, pourquoi t'as choisi de partir là-dedans? Après tout, t'étais déjà plus orienté prog à la base. Pourquoi t'as décidé vraiment de partir dans ces métiers de management? Voilà, pourquoi? Et de gestion. Pourquoi?
Alors déjà, juste pour remettre, je programme toujours. C'est Ouais. une passion. J'adore ça. Bon là, j'ai plus le temps en ce moment, tout de suite, là, maintenant. Mais j'ai souvent les mains sur mon clavier à programmer parce que c'est une passion. Ça m'a un peu, ça a toujours été dur de décrocher. Après, pourquoi? Je pense que c'est parce que j'aime l'organisation, j'aime pouvoir en fait organiser les équipes. Et c'est vrai que je suis rentré là-dedans, pas en connaissance de cause en disant oh là là, j'ai envie de devenir producteur un jour. J'y suis rentré par un défaut d'organisation. Et j'ai naturellement pris ce rôle d'organiser de manière à faire en sorte que les choses se passent bien. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est passé et je suis arrivé naturellement. Je me suis senti très à l'aise là. Je pense pas que c'était une vocation quand je suis démarré dans l'industrie. Je me suis pas dit un jour je vais être producteur. J'étais vraiment très bien en tant que programmeur, mais les besoins au moment où j'étais ont fait qu'on avait besoin de faire ça. Et puis plus je l'ai fait et plus j'ai aimé ça, je me suis senti à l'aise. Donc c'est ça qui m'a. Enfin, voilà. Et comme je disais, il n'y avait pas vraiment de. Je sais même, c'est sûr que ça existait déjà le rôle de producteur, mais c'est vrai que c'était pas euh, on va dire un ticket d'entrée dans le jeu vidéo qui était très, en tout cas moins qu'il l'est maintenant, très Mm. identifié. C'était plus quelque chose, voilà, t'étais un artiste, t'étais un programmeur, t'étais et encore même, je dirais, designer, c'était quelque chose qui était beaucoup moins mis en avant à l'époque. Mais du coup, tu as eu une personne ou même plusieurs, je sais pas, qui t'ont un peu guidé finalement dans ce rôle, parce que là, c'est ce que tu dis, tu as dû prendre les responsabilités, mais tire-toi, Oui, bah, après, sur les personnes qui étaient là, il n'y avait pas de producteurs, mais il y avait des gens qui étaient très expérimentés dans le jeu vidéo, donc qui bah, voilà, m'ont donné notamment la connaissance de différents métiers, la manière d'organiser les choses, sans en prendre la responsabilité, mais qui m'ont en fait aidé à progresser. Ensuite, quand je suis arrivé effectivement à Londres, il y avait au-dessus de moi, je n'étais pas directement rentré en exec prod, il y avait au-dessus de moi aussi des gens, notamment le patron du studio qui avait été exec prod pendant très longtemps. Et donc, voilà, on apprend un peu de toute façon de tout le monde, que ce soit au niveau des méthodologies, au niveau de la façon d'être en fait, de se comporter par rapport au team. Il n'y a pas besoin d'être un autre, on va dire d'avoir quelqu'un N+1 pour être dans un meeting et comprendre quand quelqu'un réagit bien ou quand quelqu'un fait les bons choix ou ce genre de choses. Donc on est et en toute franchise, malgré qu'aujourd'hui il n'y a personne au-dessus de moi au niveau de la gestion de la production, j'en apprends encore ben, tous les jours sur plein de choses, hein. Enfin, ça arrête jamais. D'ailleurs, je pense que le jour où j'arrêterai je sentirai que j'ai épuisé la fibre production. C'est quelque chose que j'arrêterai. Mais il y a plein de choses. C'est ça que j'adore avec la production, c'est qu'on touche à tout. Mm. bah, il y a ce côté-là et ce côté-là et ce côté. Enfin, parmi les questions qu'on posait un peu sur des interviews, ou général, sur un métier en particulier, on pose souvent la question enfin, c'est quoi la journée type? Je l'ai Hmm. retiré cette question pour toi parce qu'en fait, je le sais, mais juste si on Euh, mettait, on pourrait pas définir une journée type, ça, Qu'est-ce ça que va. j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais avoir une journée type? Enfin, je Non, sais je pas, rigole. moi. Moi, je sais pas. Bon, Ah, voilà, c'est que c'est dans un sens, c'est rassurant de te dire que c'est bien tous les jours vont un peu être cadrés et tout. Après, c'est vrai que dans ton rôle déjà, puis le mien, hein, c'est très compliqué, c'est jamais pareil. On saute du coq à l'âne entre trois réunions. J'ai des réunions, j'ai 12 réunions par jour, enfin j'abuse, mais ça part de n'importe quoi, des choses complètement différentes. Et c'est ça aussi le, on va dire le challenge, c'est d'être adaptable à plein de différentes choses. Mais en même temps, c'est ça qui est super intéressant. Et là, on focalise beaucoup sur la prod, on parle beaucoup de production, de jeux avec les différents corps de métier. Mais si on parle bah, justement dans Nico, ce que tu fais qui est beaucoup plus du free-to-play, avec des enjeux complètement différents, il y a, il y a même des disciplines entières qui se sont créées dans le jeu vidéo sur les 10 dernières années qui ouvrent des pans d'apprentissage, de connaissances, d'horizons vers l'avenir qui sont super intéressantes et justement avoir ces débats avec des gens, moi j'en apprends encore tous les jours alors que voilà, ça fait 20 ans que je suis là et ça continue et c'est ça qui est bien, c'est que là en fait on est dans une industrie qui est vivante, elle évolue tout le temps donc il y a toujours des choses à absorber, quoi. clairement, je pourrais pas dire mieux parce que c'est tellement ça le côté vivant. Tu vois, pendant un temps.
Bah, avec ton rôle d'exec producer, finalement, toi, tu vois toutes les prods. Enfin, du coup, les sujets, tu es obligé de les maîtriser sur chacun des projets. Et je me tromperai pas en disant que chacun des projets a ses propres problématiques totalement différentes. Déjà, ils sont pas forcément à des phases différentes de production, mais en plus, ils veulent rien dire de l'un à l'autre. Et il y a juste, gérer 2 projets. Donc, quand tu passes d'une réunion, tu parles purement level design et tu changes, ça parle marketing derrière et tu as des enjeux un peu de partout. Il faut vraiment pouvoir arriver à switch et comprendre. Et ça revient, on parlait des skills tout à l'heure, mais cette capacité aussi à être organisé. Comme on a beaucoup de réunions, finalement, il faut noter, tu peux pas arriver en réunion sans savoir l'objectif ou en tout cas qu'est-ce que tu attends en ressortant. Sinon, tu as perdu 1 heure de ton temps ou une demi-heure. Et c'est important, 1 heure dans la prod. Mais clairement. Ce que je vous propose, parce que ça fait 1 heure qu'on parle. Ça fait 1 heure. Qu'on parle T'as vu? Moi, j'aime bien. Bon, après, tu le sais, on pourrait parler très longtemps de producing, mais il y avait un sujet un peu plus perso, un peu plus différent, mais parce que finalement, on parle beaucoup de boulot et c'est une grosse partie de nos journées. Je sais pas. D'ailleurs, je me demandais à quelle heure tu démarrais, toi, vu qu'on est en télétravail, c'est compliqué de savoir, mais. Ça va dépendre. Je dirais en moyenne, ça va être 8h15, 8h30, quelque chose comme ça. Ouais, pour finir, en plus, sur des journées qui peuvent finir à 19, 20 heures s'il y a eu des urgences. Oui, après juste, je le dis oui fort, ça sera pas la norme, hein. Mais voilà, en C'est ce pas la moment, on va norme. dire. Oui, non, on est d'accord. Par contre, le Voilà. but, c'est quand même de faire ces 7 heures. On est un petit peu, bah voilà, il y a plein d'enjeux, c'est très excitant, il y a plein de choses qui se passent, donc faut être un peu partout et on essaie de donner à fond, parce qu'on a vraiment une étape à passer au studio. Mais si je reviens par exemple en arrière, quand j'étais dans les autres positions de exec prod, c'est sûr qu'il y a des moments de crunch, faut pas rêver, hein, malgré qu'on fait tout pour les enlever, il y en a des petits moments, mais on va dire que une fois qu'on arrive à stabiliser, on va dire la production et dans son ensemble, on arrive à avoir voilà, des journées normales de travail, quoi. En ce moment, c'est juste qu'il y a un moment de rush. Mais... Oui, non, mais c'est. Et puis, c'était même pas forcément là-dessus que je voulais aller sur le côté. En plus, c'est un peu le côté perso, en fait, d'allier cet équilibre. Parce que, on pourrait passer beaucoup de temps, comme tu le dis, hein, en plus, tu aimes programmer à côté, donc il y a encore d'autres choses à côté, mais c'est pas mon cas. Mais en plus, tu as une vie de famille. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ah bah là, oui, c'est compliqué, hein, en toute Et tu franchise. arrives à trouver du temps quand même, à faire des choses hors boulot, du sport ou autre. Bien sûr. Bah après, on essaie de limiter, de faire des efforts. Après, il y a des moments où c'est indispensable d'être là, surtout à ma position. On travaille avec des gens qui sont de l'autre côté du monde, donc il y a des moments, ces gens attendent des réponses. Ça va être tard le soir, et ben faut répondre, on est là. Après, bah voilà, si j'ai un moment où je vois que j'ai un trou dans la journée et que ma petite est en vacances et que j'ai 2 heures de trou, eh ben peut-être que je vais prendre ces 2 heures-là pour aller jouer avec elle. Mais je pense que dans le futur, de toute façon, ça devrait se stabiliser et on va pouvoir passer plus de temps. Mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup de choses. Enfin, mon téléphone. Hop. Mais ouais, bon, voilà, j'aime jouer aux jeux vidéo, j'aime le sport, la jongle. Enfin, il y a plein de choses qui me plaisent en dehors du taf. Mais après, il y a des moments où bah voilà, il faut faire un peu des sacrifices. Et c'est surtout la famille, hein, j'ai de la chance en ce moment parce que ma femme travaille beaucoup. Donc du coup, elle m'en veut pas trop, parce que je travaille aussi en même temps qu'elle, donc ça va. Mais je pense que d'ici une quinzaine de jours, quand elle aura moins de travail, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir répondre présent plus souvent. Mais non, après enfin ouais, voilà. Moi, je pars à Europa Park dans 2 jours, voilà. Donc on prend aussi des bons moments en famille. Bah oui, bien sûr. C'est ce qu'il faut. Et puis en fait, le rappeler aussi finalement, de prendre ce temps. C'est super important pour l'équilibre aussi. Ouais, c'est sûr. Les journées s'enchaînent et oui, on pourrait les laisser passer, les continuer et être à fond, le nez dans le guidon, mais genre il y a un moment poser, et c'est peut-être mieux en fait de reposer un peu pour repartir un peu plus d'attaque. Ah, c'est ça. Le truc, c'est que ça joue même sur ton moral en fait. Si t'es la tête dans le guidon et puis que tu sors jamais aussi, ok, t'es peut-être même moins performant au final à la fin sur ce que tu fais, t'es moins efficace et tu craques.
Certain, non, mais ça c'est sûr. Il faut pas pousser trop loin. Après, voilà, on va dire que puis après, faut être conscient, hein, plus on monte dans la hiérarchie de responsabilité d'un studio, plus on est la dernière personne qui doit ramasser ce qui se passe. Donc après, il faut en être conscient. Quand il y a des gens qui veulent des réponses et il est 10 heures du soir et il y a quelque chose qui va pas, il faut quelqu'un qui réponde. Ça veut pas dire que le reste du temps, comme je disais, on trouve pas. Il faut trouver l'équilibre, à trouver des autres moments qui font que, enfin voilà, en tout cas, je me sens pas surmené ou je me sens pas voilà déprimé ou quoi que ce soit. Bon, donc, on essaie de trouver en fait un équilibre en dehors. Là voilà, tu vois, hier, enfin hier, c'est pas hier, d'ailleurs, je suis revenu aujourd'hui. Mais hier, il y avait une soirée. Je suis monté avec ma femme, on a été boire des coups à Lyon. Voilà, on essaie de trouver des moments tranquilles pour s'amuser. Ce qui est super important. T'as appris où à jongler? Moi, je pose cette question, rien à voir, mais Sur les plages de La Réunion. Oh là là, mais t'as tout après la Réunion. quelle classe. Le djembé, le jongle. Le Jean Barret, c'était les soirées, hein, c'est pas Lyon, quoi. C'est pas les discothèques et les soirées, les pubs et les bars, quoi. Quand tu sors, tu vas te poser au bord de la plage, entre potes, puis voilà. Trop bien. Ça devait être une sacrée Ouais, expérience quand même, la Réunion, ouais, non, La en Réunion, termes c'était. de dépaysement. Un autre mode de vie, hein. Ouais, c'est un. Bon, après, c'est quand même. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis pas retourné, donc je peux pas parler pour ce que c'est maintenant. Mais c'est vrai que c'était déjà quand même très, on va dire, métropolisé, Mm. dans le sens où c'était quand même déjà très développé. Ça fait pas un choc, oh là là, voilà, si je sais pas, moi, Oui. je vais aller à Maurice aussi, par exemple. Mm. C'est une grosse différence. Enfin, voilà, les routes sont les mêmes, enfin, les maisons, enfin, il y a beaucoup maintenant de gens. Ça va dépendre des parties de l'île, mais. C'est très développé, quoi. Après, c'est vrai qu'on avait un cadre qui était extraordinaire. Le studio était au bord de, enfin, on n'était pas vraiment de la plage, mais au bord de Ouais. l'eau. Non, c'était vraiment une expérience. Après, voilà, je pense que c'est des expériences qui se passent à différents âges. Voilà. On a fini, moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais tout seul, je suis rentré en stage, j'ai ramené mon meilleur pote, le parrain de ma fille. J'ai ramené un autre pote qui était à l'IUT, un autre pote que je jouais au tennis, j'avais 6 ans. Et on s'est retrouvés, et eux ils ont ramené des potes, et du coup on s'est retrouvés, on était 5 dans une maison dans les hauts de la montagne de La Réunion, et puis on bossait tous avec un câble direct au studio, et on était tous dans la boîte, il y avait un sound designer, un programmeur, un designer, donc c'était une expérience. Après, voilà, c'est une expérience. Voilà, on était jeunes, quoi. Maintenant, on a une famille Mm. et tout. Mais c'est vrai que c'était. Franchement, on a rigolé. Hein, là, pour le coup, c'était sympa, quoi. T'as un peu cette fibre de voyage finalement. Enfin, tu le disais tout à l'heure, mais Mm. t'as énormément voyagé, quoi. Et, Ouais, ça ça c'est. apporte sûrement plus en termes d'XP. Enfin, bon, il y a le côté anglais. J'avoue qu'on l'a pas dit dans les compétences, mais l'anglais est quand même Oui, l'anglais, c'est sûr. Ouais, ouais, l'anglais, c'est sûr. nécessaire. C'est Et vital. Ouais. c'est assez ouf pour rencontrer enfin, personnalités, différentes cultures. C'est Mm. Ah, La Réunion, c'est marrant. Ouais, c'est une naissance c'est pour ça que ça s'appelle La Réunion. Hein. C'est une naissance de plein de cultures qui sont arrivées sur Mm. l'île. Du coup, c'est très varié, quoi. Non, c'était sympa. Après, je répète, hein, c'est quand même, il y a beaucoup de personnes de la métropole maintenant ouais, qui sont installées à La Réunion et ça fait un Mm. super mix, quoi. clairement. Et oui, j'aime le voyage. Après, ça a diminué. Oui. Voyager, voyager avant les enfants, après, c'est plus compliqué. Bah oui. Je note. Je On note en fait encore, on en fait encore, hein, mais c'est sûr que c'est moins. On va pas se trimballer en backpack pendant 6 mois en Afrique. Voilà, ça n'arrive plus, ça. je note je note le tips. Est-ce qu'on passerait pas au quiz, Aurel? Bah si, on va passer au quiz. On va passer au petit quiz. Non, voilà, ouais, ça va faire un peu la clôture. Non, Ouais. l'anecdote, elle arrive avant ou après le quiz? J'ai plus. On l'a fait toujours après le quiz. Ok, Pour eh clôturer. ben, parfait. Pour clôturer. Alors, pour ceux qui nous suivent dans le chat, donc vous pouvez jouer avec nous. C'est simple en fait, c'est 9 questions. Voilà, donc il y a William et Nicolas aujourd'hui qui vont s'affronter. C'est moi qui pose les questions. Vous pouvez voter dans le chat aussi et puis donner vos réponses. Voilà, d'habitude on a toujours un petit vainqueur dans le chat. Je crois que notre gagnant habituel n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave, il se rattrapera. Voilà, donc voilà, c'est quelques questions pop culture, jeux vidéo, un peu actu JV aussi, donc que ce soit au niveau pro ou même très général au niveau du client final. Voilà, donc on va pouvoir passer à tout ça dans quelques instants, le temps qu'on mette tout ça en place en régie.
Et puis voilà, il y a du dur, il y a du un peu plus simple. Des petites questions pièges. Je Donc, me donne 2 sur 9. de quoi? Je dis, je me donne un objectif de 2 sur 9. Faut viser un peu plus haut quand même. Dis ça, Ça va. t'es compétitif, t'as envie de gagner. Toi aussi, Nico. Bah évidemment, moi j'ai pas dit Oui, le bah contraire. oui, hein. bien Mais moi sûr. j'ai pas donné un objectif de 2 sur 9. Ok. Tac. Alors attendez, je prends juste le quiz aussi de mon côté et puis on va pouvoir y aller. Est-ce que t'as un visuel, Will, du quiz ou pas? Non, Ah, mais je sais. Faut aller directement sur le stream, ouais. Tiens, regarde, je t'envoie juste le lien en passage dans la conversation. D'accord. Oui, oui. Bah ouais, non, mais c'est juste j'avais besoin de scroller, c'est tout bon. Nickel. Allez. Allez. Donc, on passe. Donc, il y a le résumé des règles. Donc, ce que je vous disais, 9 questions. Un seul gagnant, participation du chat et comme Nico aime bien le dire, du maxi fun. Allez, on attaque avec la première question. Messieurs, j'espère que aussi vous êtes prêts dans le chat. Très facile. Très facile. En quelle année est sortie la Nintendo Switch? 2018, 2015, 2017 ou 2012? Je l'ai acheté dès qu'elle est sortie, mais alors quand est-ce que je l'ai acheté? Dès que vous avez la réponse, vous la gardez. On va attendre que vous ayez tous les deux la réponse. Pour pas vous influencer. Ouais, putain, j'en ai aucune idée. Je vais perdre. Je veux pas perdre. Moi, j'ai ma réponse. Ok. Ouais, moi aussi, mais on est en quoi? On est en 2021. Ouais. Moi, je dis 2015. Non, t'as tort déjà, ça c'est sûr. Bah, dis-toi. Non, je rigole, hein, c'est pas grave. Moi je dis 2017. Ouais. 17? Ouais. 2017. Ok. Allez, on Je affiche rigole. la réponse tout de suite. Et attention, qui avait raison? Oh là là. 2017. 2017 avec la sortie de Zelda Breath of the Wild, qui est sorti également en 2017. Qui a été repoussé pendant 2 ans. Voilà. Allez, question suivante. Ça, a été- ça doit Elle être une était sacrée prod quand même, hein, Zelda à faire. Ça doit être un Ah sacré. ouais, alors, là, c'est pas une, ouais, c'est des centaines de personnes avec des dizaines de producteurs. Carrément. Allez, question numéro 2. Là, c'est un peu plus proche, mais on parle un peu technique quand même. Donc peut-être que ça va te parler, William, parce qu'on peut parler un peu code là. Vas-y. Deuxième question. Le jeu eFootball, créé par Konami, qui est donc le successeur de PES, Ouais. a été développé sur Unreal Engine, Godot, un moteur maison ou Unity? Pareil, vous me dites quand vous avez votre réponse. Il est sorti il y a 1 mois. D'ailleurs, ça a un petit peu bidé. Ça a un petit peu bidé. eFootball de Konami. Je sais pas, je vais dire Unity. Tu dis Unity? Ok. Je peux répondre aussi, ça y est, ouais, je peux répondre. Bien sûr. Ouais, vas-y. Moi je dirais, alors je connais pas Godot, du coup je sais pas, c'est peut-être ça. Moi je dirais un moteur maison, vu les animations et les têtes des personnages, ils ont J'y utilisé pensais Unreal. un peu, ouais. J'y pensais un peu. Mais Ok. peut-être On, je me trompe. on vous affiche la réponse. On vous affiche la réponse tout de suite. Unreal, ok. Unreal Unreal. Engine. Voilà. Ouais, bah pourtant, ouais, de toute façon, au vu de ce que j'ai vu comme des problèmes d'animation et facial, c'est impressionnant. C'était un D'accord. gros problème. Pour l'anecdote, PES était développé sur un moteur maison. Ils avaient fait toute la physique dedans. Et ils ont voulu passer sur Unreal parce que eFootball se veut être un jeu service football. Voilà, pour avoir le côté smartphone, PC, console. Sauf qu'ils ont jamais pour le moment, ils n'ont pas réussi à reproduire ce qu'ils avaient fait dans leur moteur maison. Et
La déception a été flagrante à la sortie avec un gros bide. Voilà, des animations pourries, des personnages, un Lionel Messi un peu déformé. Voilà, donc c'était pas chouette, c'était pas joli. Donc il travaille sur des mises à jour. J'avoue que je vois des photos. Moi, j'aurais vu ça, j'aurais pas d'Unity, c'est sûr, mais ouais, c'est C'est costaud. un vrai, c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment un super jeu. C'est L'ambition est déplorable. bonne, l'ambition est très bonne. Mm. Allez, on passe à la question 3. Parmi les jeux suivants, lequel n'est pas une exclusivité PlayStation? Première réponse, Sly Raccoon. Deuxième réponse, God of War. Troisième réponse, Godfall. Ou dernière réponse, Tomb Raider. Bon, je pense que je l'ai. Enfin, j'ai ma réponse en tout cas. J'attends, vous me disiez, j'attends votre go. Tu me les redis les 4? Oui, alors tu as Sly Raccoon, God of War, Godfall ou Tomb Raider. Ok. Qui est pas une exclusivité? Oui, Ok, ouais, bah ouais, moi aussi je l'ai. Ouais. Tu ok, dis quoi du coup? Bah Tomb Raider. Ouais, je disais pareil. ok. Allez, on vous envoie la réponse quand même, mais bon, elle était relativement facile quand Bah oui. quand tu faisais le processus d'élimination, ça pouvait être facile. Donc effectivement, c'était bien Tomb Raider. Il y a eu un petit bug d'animation, mais c'était bien Tomb Raider. J'ai joué sur PC, c'était marrant. Oui, C'était vraiment des effectivement. cubes. Quand j'ai Ouais. revu des images, Ah, on a évolué quand même. Hein. On a pas mal évolué, effectivement. Mais ça reste pour moi une icône du jeu vidéo. Hein. Ces premiers jeux PC là. Mm. Allez, quatrième question. Et là, c'est pile dans l'actu parce qu'il y a l'événement 2021 qui commence demain. Est-ce que le Z-Event, ça vous parle? Oui. Événement Twitch caritatif qui réunit plein de streamers chaque année pour faire un maximum de dons à des associations. Donc ils ont déjà fait Médecins sans frontières. L'année dernière, ça a concerné Amnesty International. Et ça commence demain, la prochaine édition. Mais pour l'événement 2020, ça a rapporté gros. C'était même un record pour le stream. Et d'après vous, en termes de dons, qu'est-ce qui a pu rapporter le Z-Event 2020? 500 000 euros, 2,25 millions d'euros, 5,7 millions d'euros ou 3,9 millions d'euros? Putain, il y a un piège, ça va même pas en montant quoi. Non. Après, je te mets la pression parce que je connais la réponse. Mais... Enfin, je dis ça, je vais me planter. J'ai fait l'arrogant. Je vais avoir un quart d'heure. Dans tes yeux, je regarde dans tes yeux. C'est enregistré, hein. Je vais faire l'arrogant. Mais non, putain, faut pas que je fasse ça. Mais normalement j'ai suivi, donc j'imagine que je sais. Ouais, écoute. Du coup, je donne la réponse? Bah, Oui, vas-y. tu peux donner la réponse. Je dirais 2 millions, la deuxième réponse. 2 millions quelque chose. Ok. Et moi, je Nico dis 5,7. Ok. 5,7 millions. Ce qui est assez Attention. ouf. On vous affiche c'est énorme. On vous affiche la réponse. Et on était sur un montant total de 5,7 millions d'euros. Record absolu. Mais d'ailleurs, 2,25, c'était pas 2019? Je sais pas. Franchement, c'était des valeurs totalement random que j'ai rentrées. Hein. Ok, non, mais parce qu'ils ont vraiment explosé. C'était assez ouf à voir d'ailleurs. Enfin, un événement quand même jeu vidéo. Hein. Ouais. On parle quand même de notre époque où le jeu vidéo a encore un peu décrié. Et Oui. d'arriver à regrouper autant, c'est dingue, quoi. Juste même pour un Ça donne event. du poids aussi à ce que font les studios au final. Parce que voilà, t'as l'image du parent qui est là qui te dit les jeux vidéo c'est pour les enfants, c'est pas un métier. Et puis tu as ça à côté qui se fait et tu te dis ça part dans une association qui combat certains trucs. Et là du coup c'est 5,7 millions d'euros, c'est parti à Amnesty International. Non, c'est Voilà. génial. C'était génial. Mm. Voilà pour cette question. On passe donc Ah. à la licence. Non, à la question suivante. D'ailleurs, La langue à fourcher. Excuse-moi, je te coupe, mais juste Vas-y. celui de ce week-end, c'est pour Action contre la faim.
Action contre la faim. Bah, tu vois, je l'avais pas, donc... Je viens juste de regarder, mais c'est chaque fois ils trouvent une asso importante pour donner, mais Ouais. bon, on va voir comment ils vont faire. Mais 5.7, c'est déjà une belle barre Ouais. pour un week-end. Bah, de toute façon, Je suis sûr que ça va exploser, mais c'est ouf, quoi. Que ça explose ou non, de toute façon, c'est des sommes pour des associations, c'est juste inimaginable, ils auraient jamais pu avoir ça, et ça peut être énorme ce que ça peut leur apporter, quoi. Clairement. Allez, vas-y, Allez. je t'ai coupé. Question numéro 5. Laquelle de ces licences de jeux vidéo n'a pas été adaptée en série? Vas-y, ça reprend mes questions. Ah bon? Non, vas-y, je t'écoute. Non. Ah oui, d'accord, ok, je comprends pourquoi tu dis ça. Première réponse, Sonic. On a également Resident Evil, Wakfu ou Uncharted. Série et film ou juste série? Série. C'est série. Série. Moi, je suis fatigué, hein. Fin de journée. Sonic, dis-les-moi. Resident Evil, Alors, ouais. Wakfu ou Uncharted. Ah ouais, Wakfu, Uncharted. Ouais, bon, allez, moi j'en ai une. Moi, J'y vais? Ouais, vas-y. Moi, je dirais Uncharted. Ok. Moi, j'avais un doute, et parce que je pense qu'on est d'accord que Wakfu, non. Sonic, non. Resident Evil, je veux dire, ça me... En vrai, ça... Ouais, RE, ouais. Ok. Attention, la réponse s'affiche dans quelques instants sous vos yeux. Et un de vous qui a bon. Et on était sur Uncharted. Donc, Sonic, on compte pas le nom, parce que ça pouvait être série, c'était aussi film d'animation, hein, donc Sonic, ça fonctionne parfaitement. Wakfu, c'est peut-être une des seules séries qui en a découlé d'un jeu vidéo derrière. Resident Evil a bien eu une série qui a plus ou moins marché. Mais par contre, en revanche, Uncharted n'a pas eu de série. Il a un film qui arrive et qui devrait sortir l'année prochaine. Mais oui, il y a eu le trailer. Il y a eu le trailer qui est sorti et qui est notamment avec pour acteur principal l'acteur qui joue également Peter Parker dans les films Spider-Man. Ok. Voilà. Donc voilà pour cette petite question-là. Bon, petite parenthèse, il y a FK Mazer quand même qui joue avec nous. Vois. Qui a tout juste depuis le début. Il a tout juste depuis le début, je dis rien, mais il a tout juste. Mais je vois les réponses. Hein. Il est. Bien joué. Meilleur que moi, ça c'est sûr. Putain, je me fais battre là, non? Tu te fais battre. Ouais. Allez. Question 6. Et là, on va parler un petit peu de votre culture pop super-héros. Parmi les super-héros suivants, lequel existe à la fois chez Marvel et DC Comics? Alors attention, je ne dis pas que ce sont les mêmes personnages, je dis juste qu'ils ont le même nom. Et donc, voilà, ils existent dans les deux univers. Donc, on a Spider-Man, Batman, Flash ou Cyclope. Ma culture. T'étais un peu pété comme ça, comics, ou pas trop, toi? Oui. Moi, j'adore les super-héros. Mais là, pour le coup, je suis. Bon, il y en a quelques-uns, c'est très facile, mais après, j'ai quand même des doutes. Ouais. Mais oui, non, j'ai jamais été très comics. Mais ouais, alors attention, hein, je parle comics, mais ça peut concerner aussi les films. Voilà, c'est l'univers Marvel et DC en général. Je vais dire Spider-Man, moi. Ok. Toi, tu es Spider-Man. Moi, je vais dire Cyclope. Ok. Allez, la réponse s'affiche. Mais malheureusement, il n'y a aucun de vous qui a juste. C'est Flash. J'ai hésité. Non, Spider-Man est exclusif à Marvel, Batman est exclusif à DC, Cyclope à Marvel, et Flash par contre c'est pas le même personnage mais il est présent chez les deux. Flash qu'on voit notamment dans un des films Avengers sur l'ère d'Ultron. Et chez DC c'est le personnage en costume tout rouge avec des petits éclairs jaunes sur la tête. Oh, j'ai hésité, j'ai changé au dernier moment. Au moment où voilà. j'ai parlé, je me suis dit change. Ah là là. Ça ne dérange pas d'avoir faux parce que Nico il a eu faux aussi. Non mais vous pouvez avoir faux. Il sait qu'il est en tête.
3 questions encore. Allez, vas-y, ouais. Allez, on enchaîne avec la 7e question. Et là, on retombe sur l'univers jeux vidéo. Et ça parle un petit peu actu. Si vous avez suivi ce dernier mois, vous pouvez avoir la réponse. Lequel de ces studios n'appartient pas à Xbox? Playground Games, Bungie Studio, Bethesda Software ou 343 Industries. Je le dis pas en anglais, je suis désolé. Alors là, c'est du pif. Faut vous le dire. Moi, j'en connais 2 des 4, c'est sûr, mais il y en a un, je suis pas sûr. Redis-moi le premier, c'était quoi déjà le premier? Alors, on a Playground Games, Ouais. Bungie Studio, Bethesda Software et 343 Industries. Ouais, comment dire. Ok. Nico, tu viens en premier ce coup-là ou tu veux que j'aille? Je suis un peu au pif, hein. Je vais pas faire le mec. Hein. Bungie Studio? Ok. Je sais pas. Je sais pas. Ah, là, Qui c'est rigole, pas bon. c'est pas ça. Ah là là. Ah, là, c'est, moi, je vais dire Playground Games, mais je suis pas sûr, c'est peut-être ça. Ok. Allez, on y va pour la réponse. Et c'était Bungie Studios. Non. Alors, Bungie, pour ils font anecdote. pas, ouais, je suis pas- Alors, attention, Bungie, ça appartenait à Xbox il y a quelques Ouais, années, et c'est le studio à l'origine de Halo à la base. Halo, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas possible. Oui. Ouais, mais C'est à l'origine, ils sont à l'origine d'Halo. Il y a quelques années, ils se sont séparés d'Xbox, ils n'ont pas obtenu la licence Halo qui est passée chez 343 Industries. d'accord. Voilà. Ouais, j'avais pas suivi. Playground Games est à l'origine des jeux Fable. Voilà. Ah, Et oui, les Fables. Et les Forza en ce moment, effectivement. Martin en régie qui avait la bonne réponse aussi. Et Bethesda Software a été racheté au cours d'années, fracassant en industrie, où ils ont mis la main sur beaucoup de studios qui appartenaient à Bethesda, dont Arkane qui se trouve à Lyon. Voilà. Allez, on enchaîne. En tout cas. De quoi? C'est vachement intéressant la question, c'est chouette. Ouais, bah, Ça fait plaisir. Mm. Alors la prochaine, si vous l'avez, je dis chapeau. Moi je l'ai lu dans un bouquin. Pour la question 8. Historiquement, le premier jeu Donkey Kong aurait dû être porté sur la licence Popeye, Cédric, Mickey ou Garfield. À la base, le jeu n'aurait pas dû s'appeler Donkey Kong, ça aurait pas dû concerner un singe, c'était une toute autre licence. C'est intéressant, mais je joue à la roulette. Là, pareil. Pareil, j'avais blague. Si, non, pardon, j'ai le chien qui gratte à la porte, alors j'ai envoyé un message à ma femme pour venir le chercher. Moi, je pense que j'ai une réponse. Mais après. Je sais pas. Ouais. Vas-y, je vais dire Mickey. Ok. J'y vais en premier? Allez. Ouais, bah, je vais te dire. Moi, je dis Popeye. Ok. Moi, Mickey. Ok. Eh bien, écoutez, on passe au reveal de la réponse. Encore une fois, il y a quelqu'un qui a juste et décidément, alors je sais pas si c'est du pif, mais tu t'en sors très très bien parce que c'est bien Popeye. À la base, historiquement, tu savais? Bah, j'avais des gros doutes, ouais. Je D'accord. pensais que c'était Popeye. À la base, Donkey Kong aurait pas dû exister, Mario n'aurait pas dû exister, Nintendo devait juste signer un gros contrat avec, je sais plus qui avait les droits sur Popeye à l'époque. Et on devait faire un jeu entre Popeye qui devait grimper sur des échelles pour aller sauver sa compagne. Voilà, sauf que le contrat a cafouillé la dernière minute. Et à la dernière minute, ils ont fait OK, on va créer un singe et un personnage en casquette et une moustache qui va essayer de le sauver. Désolé. Pas de souci. Voilà pour la petite anecdote. Donc Mario aurait pu ne jamais exister si ce contrat avait été signé. Et il s'appelait Jumpman, effectivement. Merci Martin pour la précision. À l'époque, Mario n'avait même pas de nom. Voilà
pour cette question-là. On passe à la dernière. C'est quoi les scores? Juste, j'ai rien noté. Je les ai pas notés non plus. Je sais que William est en tête. J'ai pas besoin de les noter. Mais attends, est-ce que je peux faire au moins égalité? Alors attends, tu sais quoi? On va faire un point sur les scores. Alors pour la Switch, c'est toi qui avais trouvé, Nico. C'est ça, hein? Non, Ouais, mais non, c'était moi. Non, c'était William, exactement. ça va être long, on aurait dû noter, c'est pas grave. Lance la dernière. Je ferai un point sur le score tout à l'heure. Juste Ouais. après, je vous fais le point. Je vous fais le point. Allez, dernière question. Lequel de ces jeux Sims n'existe pas? Les Sims naufragés, les Sims surprise party, les Sims maison de retraite, les Sims quartier libre. Là, déjà, Alors- j'ai un désavantage déjà, c'est que du coup, les noms en français, mais je sais absolument pas. Même en français, honnêtement, il a fallu que j'aille sur Wikipédia Oh, et puis même mec. comme ça, je me suis dit, c'est chaud d'en trouver un qui n'existe pas, hein. Mais Il y là, a vraiment un bon. Sims maison de retraite. Moi, j'ai envie de dire ça. Moi, c'est juste Ah ouais, pour. oui, moi aussi, c'est sûr. Hein. Il n'existe pas, maison de retraite. Juste au niveau marketing, en fait, c'est très compliqué de le faire passer celui-là, tu vois, je veux dire. Mais oui. Enfin, c'est border quand même. Ah ouais, non, je vais sur une maison de retraite, moi, sûr. Mal y est faire ça quand même. Mais peut-être, on sait jamais. Hein. Ou alors Il y en c'est un DLC ou j'en sais rien, mais c'est pas, je sais pas, c'est bizarre. Allez, on passe au reveal. Mais, Attends, tu bon, dis quoi, Will? Ouais, ouais, il a dit aussi. Maison de retraite, ok. On passe au petit reveal, mais bon, sans surprise, vous l'avez trouvé, c'était bien les Sims maison de retraite qui n'existent pas. Ouais. Je vous assure que quand j'étais sur Wikipédia hier soir pour regarder les Sims qui existaient, il y a des trucs improbables et je suis persuadé que même si je vous donnais les titres, vous vous diriez en termes de market, ça n'a pas pu marcher, c'est pas possible. Il y en a. Oui. Il y en a, c'était très fort. Mais bravo à tous les deux. Le quiz s'arrête ici. Je fais le compte des points. Et en attendant, je pense que ce serait bien du coup que Will, tu nous racontes ton anecdote et tu nous dises ce qui était vrai, ce qui était faux, qui avait gagné entre Nico et moi sur la devinette. Petit rappel avant que tu nous dises parce que peut-être que les personnes nous ont rejoint, l'anecdote Oui. se basait sur le fait qu'un de tes collègues, tech directeur, avait gagné à la roulette un gros jackpot et avait finalement, tu t'es fait rincer ta soirée de l'époque grâce à cette mise sortie de nulle part. Exactement. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il y a une part de vrai, donc il a vraiment gagné. Par contre, il a tout gardé pour lui. Bah évidemment, après je suis là. J'avoue que Normal. Après, il nous a payé un coup, hein, c'est sûr. Ah oui, mais voilà. Il avait vraiment gagné quelque chose comme près de putain. c'était 800 euros, quoi. Ah Il y oui, avait d'accord. on n'était que tous les trois, en fait. Pas tous les gars de l'industrie, on n'était que tous les trois. Et c'est vraiment arrivé. Mais par contre, évidemment, il n'avait pas nous payer 800 euros de tournée. Mais il nous a payé notre tournée, évidemment. trop bien. Mais c'était vrai, oui, il a vraiment gagné en un coup comme ça. C'est vraiment pas mal par contre. Mais vraiment, j'ai cru qu'il avait gagné, puis s'était dit non, mais par contre, je partage pas. Non, Ça non. aurait été fou par contre là. Oh, non, bien sûr, il a payé son coup. Mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas passé toute la soirée à boire et il n'a pas rincé tout le monde. Mais voilà, mais par contre, c'était pas. Ok, super. Et bah écoutez, moi j'arrive sur le compte des points. Et bah écoute, Nico, moi qui pensais que tu t'étais fait exploser, au final, pas tant que ça. Hein, ça va. Tu perds, honorablement, avec un score de 5 à 4. Ah, Voilà. ça va. Donc, c'est ouais. tout à fait honorable. Il n'y a aucun souci. Et évidemment, notre gagnant dans le chat, c'est F. Kamazer. Voilà, qui a joué tout seul, mais qui avait beaucoup de bonnes réponses. Donc bravo à toi pour venir la prochaine fois pour défendre tes réponses. Et pour défendre ton titre. Après, j'ai perdu, donc c'est pas honorable, mais bon, c'est un autre problème. Et t'es presque, t'étais à deux doigts. Pourquoi tu chipotes? Est-ce que je suis mauvais perdant, peut-être? C'est ça, pour apprendre plein de choses. Ouais, clairement. Mm. Il est.
c'est un peu le but de notre rôle aussi, de faire respecter ces timings Bah oui. toujours. Et on s'était dit 1h30. C'est le but, j'ai pas envie que ça dépasse non plus. Et puis, bah, en plus, tu as pris ton temps perso pour venir. Un énorme merci. Ça Oui. fait. Merci. Ouais, c'était super cool. Et puis, merci d'organiser tous ces Twitch et ces entretiens pour faire passer un peu les connaissances, présenter les gens. Enfin, c'est super intéressant. Donc, merci à vous. C'est tout le but, on va continuer de toute façon, ça va être donc publié sur YouTube aussi pour pouvoir partager au plus grand nombre, en tout cas pouvoir grandir la communauté. Un grand merci à LGD, évidemment, Oui. l'association dans laquelle Aurélien, Martin, qui est aussi à la régie, merci Martin, Ouais. on se trouve et on peut pousser ce projet. Et un grand merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui dans le chat. En tout cas, qui écoutaient de loin. Merci aussi à vous qui regardez sur YouTube si vous regardez en replay. Je t'en profite aussi pour les overlays, en tout cas toute l'animation qui est derrière Stéphane Le Breton. Le Il a chef. fait je sais pas si tu avais le Twitch, tu regarderas en replay, Will, mais les overlays du stream sont de qualité, ça fait tellement pro. Et je pense que je le remercierai tout le temps à chaque vidéo, c'est tellement génial. À tous ceux aussi qui relaient sur les réseaux, n'hésitez pas à venir sur les réseaux de Lyon Game Dev, Twitter, Facebook, LinkedIn, pour essayer de nous aider aussi à donner de la visibilité. Et j'oublie personne en remerciement, j'essaie de ne pas oublier. Mais... Non, ça me paraît très bien. Merci à toi, Aurel. Merci à toi. Avec plaisir, mais oublie pas non plus que si vous êtes sur Lyon, vous pouvez passer tous les premiers jeudis du mois au Puzzle In, où on a un meet-up mensuel avec l'association. Et on discute jeux vidéo, industrie, toute la soirée. Donc voilà, c'est autour de petites pintes de bière. Pas forcément Puzzle In tout le temps, mais on essaie de changer de bar. Mais en tout cas, c'est le prochain, c'est le 4 novembre, donc on fera au Puzzle In. Et suivez les réseaux parce que du coup, ça peut changer. Mais oui, on essaye, on fait des premiers meet-up, premier jeudi du mois en meet-up. Qui est trop bien. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci encore William. Et puis à tous, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle émission qui devra arriver d'ici 2 semaines si tout va bien. C'est ça, tout à fait. On prépare ça un peu mieux. Mais bon, ça faut pas dire. Merci beaucoup. Merci à toi Will. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bye bye.